of mind ever you forever and ever Bonjour, je m'appelle Francis Bismuth, je suis psychologue, psychothérapeute et psychanalyste. Je travaille à Enghien et à Cergy dans le Val d'Oise. Durant cette vidéo, je vais vous parler des différents aspects de ce métier, du type de travail que les personnes viennent faire ici quand elles s'adressent à moi. Alors, commençons par les métiers de la santé mentale. On va commencer par psychiatre. Un psychiatre, c'est un médecin. Donc tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le fonctionnement du corps humain, c'est-à-dire de la machine, de ses fluides, de ses produits chimiques, c'est l'objet des études en psychiatrie. Les psychiatres portent de droit le titre de psychothérapeute s'ils le souhaitent. Alors quand je dis de droit, ça veut dire qu'ils n'ont besoin d'avoir fait aucune étude ou approfondissement en matière d'exercice de la psychothérapie. Il y a des psychiatres qui se spécialisent, qui oublient un peu la dimension médicaments, arrêt de travail, etc. et se forment à l'exercice de la psychothérapie ou à l'exercice de la psychanalyse. Mais quant aux aspects de ce dernier métier que je viens d'aborder, en l'occurrence la psychanalyse, j'y reviendrai plus tard. Donc un psychiatre et un médecin, il y a une prise en charge de la sécurité sociale et de votre mutuelle, mais si le psychiatre n'est pas formé à la psychothérapie et à la psychanalyse, vous allez lui parler comme vous parleriez à votre boulangère ou à votre voisin. Vous allez parler avec lui comme vous parleriez avec n'importe quelle personne dotée de bon sens, d'intelligence, de sensibilité, mais qui ne serait pas un professionnel de la psychothérapie. On vient de voir ce qu'il en est pour le psychiatre, le médecin donc. Concernant le psychothérapeute, alors le titre de psychothérapeute est entré dans le cadre de la loi, c'est-à-dire ne peut plus dorénavant, théoriquement, se dire psychothérapeute une personne qui ne répond pas à un certain nombre de normes qu'on peut trouver dans le décret du 20 mai 2010 en cherchant bien. Auparavant, pouvait se dire psychothérapeute, vous, moi, votre boucher, votre voisin. Et vous n'aviez même pas besoin d'avoir fait un stage de méditation transcendantale d'une semaine à Saint-Étienne ou à Créteil pour, si vous voulez, vous intituler psychothérapeute. Autant dire qu'il y a eu des dégâts. Concernant donc le métier de psychothérapeute, il y a la nécessité d'avoir acquis des connaissances en la matière, des connaissances sur le fonctionnement de la psyché, du psychisme, bon, pour dire simple, de ce qu'on a dans la tête, hein, donc comment ça fonctionne, et puis comment on s'y prend pour aider les personnes à aller mieux. Donc il y a des formations, il y a des obligations de stage, et de stage dans des institutions de plusieurs centaines d'heures. À propos des psychothérapies, on parle depuis quelques années de thérapie brève, qu'on appelle aussi des TCC, thérapie cognitivo-comportementaliste. Une thérapie brève, c'est extrêmement tentant, bien sûr. On va aller mieux plus vite, on va dépenser moins d'argent, moins de temps. Le problème de ces thérapies brèves, souvent, pas toujours, mais souvent, c'est qu'on va traiter la partie émergée de l'iceberg, le symptôme, c'est-à-dire ceux qui se manifestent de votre souffrance, ceux qui vous amènent chez le psy. Par contre, dans la mesure où on ne touche pas à la cause, à l'origine de ce qui a fait germer cette souffrance, le symptôme va se déplacer. C'est-à-dire que vous allez chez le praticien de thérapie brève, ce pourquoi vous venez, le symptôme, ce qui vous fait mal, votre souffrance, va disparaître, mais dans la mesure où la cause n'a pas été traitée, le symptôme va revenir soit à l'identique, soit différent. Par exemple, il y a quelque chose en vous, dans votre psychisme, qui vous a amené à la boulimie. Une fois qu'on aurait résolu le problème de boulimie, il peut très bien se transformer en migraine, en anorexie, c'est plus rare, mais en quelque chose comme ça. Il peut se transformer en échec successif affectif, amoureux, professionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la mesure où le fond du problème n'a pas été traité par les thérapies brèves, qui ne l'ambitionnent pas d'ailleurs, qui sont très honnêtes là-dessus, le symptôme a de fortes chances soit de ressurgir à l'identique, soit de se manifester différemment. Alors venons-en maintenant au métier de psychanalyste. Certains disent que la psychanalyse est une sorte de psychothérapie. C'est tout à fait audible.
Pour les puristes, il ne faut surtout pas mélanger psychanalyse et psychothérapie. Comme ici, nous ne sommes pas entre puristes, on va continuer sur le fait que la psychanalyse est une sorte de psychothérapie. Se dit psychanalyste une personne qui déjà a eu le désir de le devenir. Une personne qui est passée elle-même sous les fourches caudines du psychanalyste, de son propre psychanalyste, et a passé plusieurs années à essayer de savoir comment lui-même fonctionnait psychiquement, mentalement. On n'apprend pas la psychanalyse dans les livres, ou en tout cas pas uniquement dans les livres. Il est indispensable, et vous devez vous autoriser à demander à quelqu'un qui s'intitule psychanalyste, s'il a bien été en analyse, combien de temps. Si la personne ne vous répond pas, vous pouvez vous poser des questions et avoir des interrogations. Vous remarquerez que vous posez des questions ou avoir des interrogations, c'est sensiblement la même chose. Donc un psychanalyste doit être lui-même passé par une analyse qu'il a fait sur son propre fonctionnement. Il doit avoir acquis une profonde culture en la matière, des savoirs, et avoir eu ce désir de devenir analyste. Nombre de psychanalystes au début de leur exercice sont supervisés par un analyste, disons, senior. C'est-à-dire qu'ils viennent rendre compte à quelqu'un du travail qu'ils commencent à effectuer, notamment au début de leur carrière, parfois tout au long de leur carrière. Par rapport aux autres psychothérapies, la psychanalyse ambitionne un travail plus en profondeur et plus durable. C'est pourquoi, évidemment, une psychanalyse, c'est long. Concernant le 4e titre de professionnel de la santé psychique ou santé mentale, le psychologue. Alors un psychologue, c'est quelqu'un qui a mené à bien 5 années d'études après le bac, premièrement, 5 années d'études de psychologie tant qu'à faire, et qui deuxièmement a fait reconnaître son diplôme par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de façon à ce que ce diplôme soit authentifié. Une fois authentifié, il est délivré au psychologue un numéro qu'on appelle le numéro ADELI, que vous pouvez vous autoriser à demander au psychologue que vous allez consulter. Ce n'est pas parce que quelqu'un possède un titre de psychologue, comme moi par exemple, que ça va être un bon psychologue. Donc, ce qui entre aussi beaucoup en ligne de compte dans le choix que vous allez faire du praticien ou de la praticienne, bien sûr, auprès de laquelle vous allez vous adresser, tient aussi au feeling, à la façon dont vous allez vous sentir avec ce professionnel. Maintenant, il faut être attentif à une chose. Vous pouvez vous sentir très très bien avec une personne qui vous accueille bien, qui vous garde très longtemps en séance, 2 heures, 3 heures, qui vous offre le thé, qui est charmante. Bon, est-ce que pour autant vous allez aller mieux au bout du compte une fois que vous aurez pris le thé avec cette personne? Ce qui arrive, je l'ai entendu raconter. A l'inverse, si vous vous sentez extrêmement mal avec un praticien, ça peut être plus difficile lorsque vous allez commencer, mais il n'est pas dit que peu à peu vous fassiez bien au feeling que vous avez avec cette personne. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas tant les diplômes qui comptent dans le choix que vous allez faire de ce professionnel que quand même le ressenti que vous en avez. Quel que soit son titre, psychanalyste, psychothérapeute, psychiatre, bobologue. Autre détail qui a son importance, la tentation est grande d'aller chez le médecin psychiatre parce qu'il y a un remboursement et par la sécurité sociale et par vos complémentaires santé. Alors, allez voir un praticien, s'il n'est ni psychothérapeute dans les faits, c'est psychiatre, ni psychanalyste, bon, ça sera gratuit, mais pour quel profit? J'ai des amis psychiatres. Qu'on soit clair là-dessus, et j'ai des psychiatres qui m'adressent ou qui adressent à des confrères des personnes pour faire une psychothérapie, pour faire une psychanalyse, puisque eux, ces médecins, certains de ces médecins psychiatres, en dehors de la délivrance d'ordonnances d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de somnifères, ce qui est la base de leur formation, parfois ils connaissent leurs limites, et c'est vraiment extraordinaire qu'ils connaissent parfois leurs limites. On ne peut pas ignorer le point de vue d'où je parle. J'essaye là d'être objectif, mais je ne peux pas me départir de ma subjectivité. On pourrait entendre dans mon propos un parti pris. C'est peut-être inévitable. C'est en tout cas ce que j'évite de faire. Un mode de différenciation entre les psychothérapies et la psychanalyse. La psychothérapie, souvent, va avoir un effet sur les symptômes, sur ce qui se manifeste, mais peu sur les causes. La psychanalyse
ambitionne, non pas de trouver les causes, parce qu'une fois qu'on a trouvé les causes, qu'est-ce qu'on en fait? Mais de faire en sorte que ces causes se déplacent. Il y a souvent deux destins à la psychanalyse. Soit on se met à mieux vivre avec qui on est, sans avoir en apparence beaucoup changé. Sauf qu'arriver à bien vivre avec qui on est, ce qu'on est, ça change la donne par rapport au rapport qu'on va avoir avec les autres et avec soi-même. Un autre destin de la cure analytique, donc d'une psychanalyse que vous entreprenez, c'est la disparition ou l'amenuisement des symptômes qui vous ont amené chez le psychanalyste, chez le professionnel. Puisqu'en règle générale, on ne va pas chez le psychanalyste comme ça par curiosité. Il faut vraiment en avoir bavé longtemps, avoir tout essayé pour s'engager vis-à-vis de soi-même à ce long travail qui est coûteux à tous les points de vue, en temps, en argent, en énergie et parfois en Kleenex lorsque des pleurs sont versés. J'ai parlé brièvement des psychothérapies, j'en pratique, notamment avec les enfants, notamment avec les ados, y compris avec les adultes. Maintenant, il est vrai que ma façon d'écouter les gens et de travailler avec eux est très orientée par mon passage sur le divan pendant des années et par mon intérêt pour la psychanalyse. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire de psychanalyse? Il y a la découverte de l'inconscient par Freud, peut-être avant par d'autres qui l'ont formulé différemment. Il a découvert différentes strates de notre psychisme. Je vais simplifier. Disons le conscient et l'inconscient. Le conscient, la conscience, par définition, c'est les décisions qu'on prend. Et souvent qu'on a l'impression de prendre avec tout notre libre arbitre. Or, la plupart de nos décisions sont dictées par notre inconscient. Or, l'inconscient, c'est un peu comme le truc que vous avez mis dans le cellier, dans le garage, dans la cave, dans le grenier. Il est là, mais vous avez complètement oublié qu'il est là. Or, c'est pourtant cet inconscient qui nous gouverne. C'est pas un hasard si certaines personnes deviennent des personnes politiques. C'est pas un hasard. C'est lié à leur inconscient, autrement dit, à toute la formation de leur psychisme, non seulement depuis la naissance de l'individu, mais y compris la culture dans laquelle il naît. Alors quand je dis culture, je ne parle pas d'un savoir, mais la culture familiale. Hein, c'est-à-dire que vous naissez dans une famille de personnes où la parole n'est pas libre, où il y a plein de tabous, de sujets qu'on n'aborde pas. Votre façon de vous développer psychiquement de façon tout à fait involontaire ne va pas être la même que si vous naissez dans une famille où la parole est libre, où on peut parler de ses angoisses, de ses sentiments, où on peut contester des choses sans être rabroué ou frappé. Donc, non seulement notre inconscient dicte la plupart de nos décisions, mais en plus, cet inconscient se constitue presque en quelque sorte avant même que nous naissions. Alors ne vous imaginez pas que, parce que vous allez naître dans une famille, ce qu'on appelle aujourd'hui des taiseux. Les taiseux, ce n'est pas des gens qui ont fait des thèses de doctorat, c'est des gens qui se taisent. Bon. Donc ce n'est pas parce que vous êtes né dans tel type de famille qu'automatiquement vous allez développer tel type de personnalité ou tel type de trouble psychique. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça n'est jamais ou très rarement les personnes dans les faits, dans le réel, dans ce qui s'est passé, qui aurait pu être tourné par une caméra. Ce n'est jamais les faits qui vont être cause pour partie d'une pathologie, de votre souffrance. C'est souvent l'idée qu'inconsciemment, vous vous êtes fait de ce qui se passait autour de vous. Par exemple, quand vous êtes enfant, que vous imaginez au moment de vous endormir qu'il y a quelqu'un là dans la pièce, vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un dans la pièce et vous êtes mort de peur. Or, ce quelqu'un dans la pièce, c'est vos affaires posées sur le dossier d'une chaise la plupart du temps. Mais cet imaginaire, vous le prenez pour de la vraie, comme disent les enfants. Parfois, vous allez vous imaginer que votre père, votre mère, votre oncle vous regardent d'une drôle de façon. Or, ce n'est pas tant la façon dont la personne vous regarde qui va avoir une incidence sur votre mal-être ultérieur, c'est la façon dont vous percevez ce regard. Autrement dit, les idées que vous vous en faites. Et ces idées que vous vous en faites, ça fait partie des fondations sur lesquelles vous allez grandir, vous développer. Autrement dit encore, chacun d'entre nous
se développe sur une idée de la réalité. Et non pas une idée qu'il se fait consciemment, mais une idée qu'il s'ancre. Exemple, j'arriverai jamais à rien, je suis nul. Ce genre d'idée, cette espèce de mésestime, donc de non-estime de soi, c'est quelque chose qui va s'ancrer en certains d'entre nous profondément sur des éléments que l'on sait imaginer et qui font finalement, qui sont comme nos lois. C'est pour ça que cette question de l'imaginaire est importante. 5 personnes qui ont subi, vécu les mêmes choses. Je pense par exemple à des personnes qui ont été victimes d'attouchements sexuels par des membres de la famille, par des voisins, lorsque ces individus étaient mineurs. Eh bien, prenez 5 personnes qui auraient subi exactement la même chose dans leur enfance, leur destin psychique, leurs troubles ultérieurs vont être totalement différents. Parce que c'est bien plus la façon dont la personne va vivre ce dont elle a été indéniablement victime qui va faire que se développe ensuite tel type de problème qui va vous amener à consulter chez le psy. Autrement dit, il n'y a pas à chercher dans le cadre d'une psychanalyse le traumatisme initial. Voilà, la personne qui arrive chez moi en disant j'ai été violée à 13 ans, elle sait qu'elle a été violée à 13 ans. C'est pas ce qui l'a guérie. C'est bien plus ce qu'elle s'est dit dans sa tête, et parenthèse, c'est souvent la culpabilité éprouvée par la victime elle-même. Donc le destin inconscient de ce traumatisme premier qui va être ensuite source de souffrance. Beaucoup de personnes viennent en voulant comprendre ce qui se passe dans leur tête. Et ils pensent qu'en comprenant ce qui se passe, ils vont aller mieux. Admettons que je comprenne que je suis hystérique et que j'ai tous les signes d'une personne hystérique et que cette hystérie me cause des troubles. Est-ce que c'est de savoir que je suis hystérique que ça va m'en guérir? Non. Admettons que je sache que mes souffrances sont liées à une tumeur. On va dire tumeur bénigne pour pas lester l'atmosphère. C'est pas parce que je sais que j'ai une tumeur bénigne qu'elle va guérir. Autrement dit, de savoir et de comprendre, non seulement n'avance pas à grand-chose, mais souvent donne des explications rationnelles qui sont comme une barrière vers le fait d'aller mieux. Vous avez dû connaître, je pense, dans votre enfance, des instits ou des professeurs qui vous ont fait tout d'un coup aimer ce que vous faisiez en leur compagnie, sans raison particulièrement objectivable. Il y a quelque chose qui passait, et même sans que vous vous en rendiez compte parfois, quelque chose qui inconsciemment se produisait. C'est ce qui peut arriver lorsque vous travaillez avec un professionnel de la santé psychique. Et c'est ce qu'on appelle le transfert. Alors le transfert, vous avez lu ça dans les journaux, vous en avez entendu parler. C'est pas nécessairement le patient ou la patiente qui tombe amoureux du praticien, ça se joue à différents niveaux. On peut aborder pour finir les raisons qui peuvent amener une personne à prendre contact avec un professionnel de la santé psychique. Je vais vous donner des exemples. Un petit garçon un jour m'a été amené, 10-12 ans, par ses parents parce qu'il souffrait d'angoisse de mort. Plusieurs fois par jour, l'idée de la mort était présente et l'inquiétait. Et inquiétait ses parents, vous imaginez bien. Il a suffi de quelques séances, et c'est là que cette notion de transfert, quand je parle tout à l'heure, a dû fonctionner. Quelque chose s'est passé entre lui et moi au moment de ce travail. Quelques séquences ont suffi pour que ces angoisses de mort disparaissent totalement. Je me rappelle une jeune femme entrant chez moi me disant « J'ai tout pour être heureuse. Mon mari m'aime, mes enfants sont adorables, ils vont très bien, je suis très très bien dans mon métier, tout va bien, mais quoi ? Mais elle mangeait plus, elle avait plus ses règles, elle dormait dans les 15 heures par jour quand elle pouvait, et elle n'avait plus aucun goût à l'existence. » Là, c'est un travail de psychanalyse qui a été engagé avec elle. On a trouvé ce qui était quand même à l'origine de cette espèce d'effondrement
dans sa quarantaine, son début de 40 ans à peu près, qui avait énormément de liens avec l'alcoolisme de sa mère, et surtout à la position qui était la sienne, extrêmement ambivalente. Or, nous tous sommes souvent ambivalents. Quelque chose qu'elle n'arrivait pas à régler, qui était « j'aime ma mère ». Ça, c'est quelque chose qui s'impose à nous quasiment depuis la naissance, ne serait-ce que parce que même nourrisson, on est dans un état de dépendance à l'adulte. Si on ne nous donne pas à manger quand nous sommes nourrissons, on meurt. Si on ne nous change pas quand on a mouillé la couche, ça ne va pas. Donc il se développe un lien à l'un ou l'autre de nos parents, ou aux deux, ou à une personne qui en tient lieu, un lien, si je puis dire, natif, qu'on peut qualifier ensuite d'amour, d'attachement, de besoin. D'ailleurs, entendez bien le verbe « je suis lié à vous », je suis lié à vous, ou je suis attaché à vous. J'éprouve un attachement pour vous. On parle d'un attachement avec des liens, des menottes, ou on parle d'un attachement affectif, ou on parle des deux. Donc je reviens sur cette notion d'ambivalence. Ce dont cette personne en dépression n'arrivait inconsciemment pas à se sortir, c'est cette espèce de conflit interne entre attachement, amour pour la mère et profonde répulsion par rapport à la réalité de cette mère, qui cela dit faisait ce qu'elle peut, qui n'est pas à blâmer. Et ça a nécessité un long travail. On voit bien là qu'une psychothérapie, un travail bref, ne peut pas parvenir à dénicher, à ce que la personne qui vient en analyse déniche elle-même, parce que c'est beaucoup elle qui fait le travail, plus que moi. Sauf que sans un professionnel, le travail ne se fait pas. Elle est arrivée, d'une certaine façon, à régler cette espèce de conflit interne, de conflit psychique. Et comme par hasard, la dépression a disparu. Un autre exemple de thérapie, les thérapies de couple. Donc je reçois des couples. Dans 90% des cas, 80%, la première phrase de la personne du couple qui prend la parole, homme ou femme, peu importe, c'est, ouvrez les guillemets, nous avons un problème de communication. Donc le travail psychothérapeutique va consister à mettre le doigt parfois sur les impasses de leur communication, les thèmes qu'elles n'abordent pas. Par exemple, j'ai reçu des couples qui, en des années d'existence commune, n'abordaient jamais la question de leur sexualité. Bon, il n'y a pas que le sexe dans la vie, certes, mais ne jamais en parler, ça va poser des problèmes. Autre chose que l'on découvre souvent dans les psychothérapies de couple, c'est que avant que les personnes se connaissent, elles avaient leurs propres problèmes, histoires. Je parlais tout à l'heure de culture, de la famille dans laquelle on est. Parfois, on va se rencontrer et faire un bout de chemin ensemble par une espèce d'effet de complémentarité. Ou bien les opposés s'attirent, peu importe. Les problèmes avec lesquels on avait à faire face avant de former un couple, une fois que le couple se forme et passé les premiers temps de romance, de tout va bien, c'est merveilleux, ces problèmes, ils vont se mettre en scène, si je puis dire, sur la scène conjugale. C'est-à-dire les problèmes de l'un, de l'autre, non réglés, les problèmes individuels, les questionnements même inconscients, ils vont se faire jour au sein du couple. Je vous donne un exemple qui vraiment vaut ce qu'il vaut. Un homme qui n'a pas réglé ce qu'on appelle son complexe d'Oedipe avec sa mère, par exemple, donc pour qui l'attachement à sa mère c'est important, qui par exemple, je le dis bien, va passer directement du foyer familial, les jupons de maman si on peut dire, au foyer qu'il va fonder avec une personne de son âge. Ce problème non réglé antérieurement va parfois, pas systématiquement, se reproduire dans le couple. Combien de fois vous n'avez pas entendu une femme qui a 2 enfants, dire « à la maison j'ai 3 enfants ». C'est-à-dire qu'inconsciemment, l'homme va reproduire auprès de son épouse quelque chose d'une relation maternelle. Pas dans tous les détails de leur vie commune, mais pour partie. Et d'ailleurs, souvent, c'est favorisé par le fait que l'épouse va elle-même réagir à cette espèce d'homme-enfant, toute responsabilité qu'il puisse avoir dans la vie professionnelle, va réagir parfois dans sa dimension elle-même maternelle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de complicité implicite,
inconsciente entre l'homme et la femme dans ce cas de figure. Je vous donne un exemple. Imaginez un homme qui demande à sa femme « Chérie, où tu as rangé mes cravates ?» Et sa femme lui répond « Ah, si tu rangeais plus souvent tes affaires !» Qu'est-ce qu'on voit là finalement derrière ces deux adultes qui se parlent? Un homme qui ne sait pas où sont ses affaires, c'est-à-dire qui demanderait à sa mère « T'as mis où mon short pour le football ?» Et une femme d'à peu près la même génération qui lui parle comme s'il était un enfant. « Ah, si tu rangeais plus souvent tes affaires !» Bon. Voilà, donc je vous ai dit, il y a des choses à faire dans la vie des couples et souvent, qui parfois, pas souvent, qui parfois renvoient à un travail personnel à effectuer. Et quand un des deux membres du couple ou les deux membres du couple va évoluer par rapport aux problématiques qu'il avait, qu'il s'en soit rendu compte ou pas, bah, évidemment les relations entre eux vont évoluer. Et, en règle générale, et on peut l'espérer, s'améliorer. Donc, j'ai essayé de vous clarifier les différences entre les différents professionnels de la psyché. Et pardon d'avoir répété si souvent cette expression professionnelle donc psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, psychiatre. J'ai essayé de vous faire percevoir la différence entre psychothérapie et psychanalyse. Donc, la psychothérapie plus traitant un symptôme, un problème ponctuel. Et la psychanalyse qui ambitionne d'aller beaucoup plus en profondeur de façon à ce que les symptômes qui vous amènent chez le psy ne tendent pas à se reproduire ou à l'identique ou différent. Et puis j'ai essayé de vous illustrer par quelques exemples de psychothérapie, de psychanalyse.